Ce jeune homme que vous voyez là, c'est moi. La tête pleine de rêves et d'ambition. À mes pieds, un simple objet, presque insignifiant. Tu vas, Tom? Et je ne savais pas alors que ce petit objet allait bouleverser ma vie. Ce documentaire raconte l'histoire d'une passion, d'un sport qui m'a façonné. Je dirais que la trotte, c'est déjà un sport qu'on pratique tous, c'est cool. C'est un moyen de s'exprimer. Surtout ça, en fait. C'est plus que faire des figures de ce côté athlétique, en gros. C'est une forme d'art. En vrai, art, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est plus une manière de s'exprimer, rencontrer des gens et voyager. Et une culture, au final, en fait. J'ai toujours tendance à dire que la trotte freestyle, c'est la meilleure école de la vie qui ait pu m'arriver, genre. Parce qu'on rencontre des gens de toutes les nationalités, de tous les environnements, de toutes les religions, de tout ce qu'on veut, et ça pose aucun problème, on se demande même pas le pourquoi du comment. Pour moi, c'est vraiment genre l'ouverture d'esprit à son paroxysme. La trottinette, j'avais vu des images d'archives sur internet. En fait, elle vient des années, honnêtement, même peut-être 1800, quelque chose comme ça, où il y avait des premiers prototypes en bois, où il y avait des gens qui ridaient, pas très peu de gens, mais qui avaient mis la main sur cet objet et sur lequel on pouvait pousser pour avancer. Je me rappelle que les anciens de la trotte en France ont commencé à faire ça, et en fait ils se sont rendus compte plus tard qu'en même temps aux États-Unis et en Australie, des gars faisaient comme eux. Et après il y a eu la création des forums, il y a eu Trotty Rider en France, il y a eu Scooter Ressources et tout, et les gars se sont rendus compte que en fait il y avait des communautés partout dans le monde, et ils ont commencé à se parler. Au début c'était une dizaine, et ensuite au fur et à mesure ça a commencé à construire le truc. Et les anciens en parleront mieux que moi, mais je sais qu'à l'époque, croiser quelqu'un avec une trottinette dans la rue, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va rider ensemble, quoi. Forcément, au début, on était. Tu faisais de la trotte, t'étais minot, c'était un moyen de se déplacer, et tu voyais les gens qui se regardaient un peu bizarre à faire des figures avec, parce que ça n'existait pas vraiment encore, c'était pas une discipline comme ça l'est maintenant, et il n'y avait pas autant d'envergure autour du sport. Je pense que ça devait être bien reçu au début, du style t'es tout seul dans le skatepark à faire la trotte, c'est différent, c'est cool. Et après, on connaît l'histoire, hein, il y a eu plein de gens, et il y a eu des petites guéguerres qui se sont installées. Et en fait, c'est à un moment donné où il y avait énormément d'enfants dans les skateparks qui étaient très jeunes, qui ne connaissaient pas les règles des skateparks, qui ne faisaient pas attention et qui en fait étaient très dangereux pour les autres pratiquants. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a eu l'effet négatif du sport, de la trottinette. C'est un sport d'enfants, vous ne faites pas attention dans les skateparks. Et en fait, ces gens-là faisaient une généralité, alors que ce n'était pas le cas. Quand ça s'est lancé, ça a été beaucoup critiqué et difficile de trouver un peu sa place avec notamment les skateurs. Où il y avait c'est un sport plus vieux, donc forcément il y a des gens qui avaient plus de bouteilles, on va dire, dans ce sport-là. Et les gens étaient pas très réceptifs au fait que ce soit un nouveau sport. Ils jugeaient beaucoup sans vraiment comprendre. Là où en fait, finalement c'est exactement la même chose et pas le même objet. Donc, c'est dommage, et maintenant ça a bien évolué. Il y a toujours des gens qui sont toujours fermés et qui ne comprennent pas. Et pour eux c'est absurde, alors que finalement ils ont tort, quoi. Et moi, je me rappelle qu'au début, on n'avait que les JD Bug, les trottes toutes pliables, etc. Et on mettait, parce qu'elle est cassée super vite et ça prenait du jeu directement. Du coup, on prenait des axes arrière de JD Bug avec 2 roulements et on les fixait dans le head tube, là où ça se pliait, pour qu'il puisse plus se plier. Et plus tu serrais, moins il y avait de jeu. Et du coup, il y en avait même qui refaisaient un trou dans le head tube pour remettre une deuxième barre. Et là, leur trotte, elle était nickel. Et au fur et à mesure, on a vu les decks monoblocs arriver.
Et après c'était parti quoi. Et ouais, ça a un peu tout changé parce que à partir de ce moment-là, les pièces ont commencé à devenir vraiment solides. Et ce qui ont fait aussi que le niveau a commencé à vraiment évoluer. Du coup, les gens ils pouvaient s'envoyer sur des gaps et ça ouvrait le champ des possibles. Vas-y, j'ai plus peur à cause de mon matos, quoi. Je peux y aller. Le matos, il s'est solidifié, après il s'est élargi, il a grandi, après il a baissé en poids. Ici maintenant c'est grave important le délire du poids. Et donc c'est plus solide, plus léger, plus grand, plus adapté aux gens de maintenant en fait. Parce qu'avant c'était principalement des jeunes ados ou des ados tout court qui faisaient de la trottinette. Maintenant il y a de tous les âges, de tous les gabarits. Les infrastructures ont beaucoup évolué à travers les années. Je pense que de manière générale, que ce soit le skate, la trottinette, tous ces sports de skatepark ont fait que les skateparks sont devenus de plus en plus présents, de plus en plus gros. Un petit peu aussi une copie de ce qui pouvait se faire dans des pays comme en Amérique ou en Australie avec des bols très profonds et tout ça. Mais ça a mis beaucoup de temps à arriver et en fait à l'époque on n'avait pas du tout ces infrastructures. Les skateparks étaient en piteux état. Même la conception en elle-même du skatepark n'était pas du tout logique. Impossible de prendre assez d'élan pour passer tel ou tel saut, un rail qui se trouvait juste en face d'une table, des trucs impraticables. C'est peut-être grâce à ça que la France est le pays où c'est un des plus forts en street, parce qu'il y a cette culture de la rue déjà de base qui est cool. Et le fait qu'il n'y ait pas des infrastructures de partout, tout le monde a commencé à rider dans la rue. Même moi je me rappelle, comme je disais, je viens de la montagne, on n'avait pas grand chose, on avait un skatepark, mais il nous saoulait très vite. Du coup on allait beaucoup plus rider dans la rue, même si c'était la rue de notre village. Mais au moins on avait ce délire de street, et même quand on allait dans une autre ville, on ridait un peu le skatepark le matin, street l'après-midi, et ça a toujours été un truc comme ça. Et peu importe qui je rencontre en France, en fait, j'ai l'impression que ce truc est vraiment incorporé dans la manière de rider en France. Il y a beaucoup plus de gars qui préfèrent rider dans la rue qu'un skatepark. Et ouais, depuis quelques années, rien que là, les JO avec le skate et le BMX, je pense que ça a motivé un peu à faire des skateparks et tout ça bien plus qualitatifs. Et maintenant, on voit c'est surtout des skateparks en béton qui sont faits, donc bien plus résistants et tout ça. Yeah. You want it, gotta work for that bag, go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag, go get it one day, you can brag. I say that I have it, you know that I got it, no need to look all in a bag. Stunning like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags, a limited sale with stag. Les premières compètes, moi j'ai pas forcément eu l'occasion de les ressentir, de les voir. Je les ressentais à travers les after-movies qu'on pouvait voir du coup des premiers Montreux, tout ça. Contest de Montreux, il y avait quand même une effervescence, un mood qui était incroyable. Et c'est surtout un des premiers contests européens / international qu'il y a eu. C'était quelque chose de fou, je regrette qu'il n'y ait plus ça. Mais ouais, c'était incroyable. Tous les gars qui organisent ça, merci beaucoup. Surtout, grosse dédicace à Gouma qui nous a quittés. Merci pour tout ce que tu as fait pour la Trot Gouma, c'est incroyable. Et merci pour la personne que tu étais, un frère exceptionnel. Les premières compètes, c'était la frappe parce que les gens ils étaient vraiment motivés. Ils étaient grave motivés pour se la donner. Il n'y avait pas d'argent, on ne faisait pas ça pour un billet. Juste pour la déterre de faire le mieux possible. Et les premières compétitions internationales, je crois que la première où je suis allé, c'était la Street Jump de Paris. Qui envoyait le plus, c'était toujours les Français. Enzo Como qui avait fait des trucs de fou, front fibble, 3-6 sweep au Palais de Tokyo, ça restera toute ma vie dans mon cerveau. Didine qui avait tué ça. Et 2 fois d'affilée, c'est fou de gagner 2 fois la Jump de Paris d'affilée, Charles. En fait, ouais, non, tous ces gars-là, ça reste la France qui était le plus fort malgré que ça vienne de partout. Tu découvrais aussi à ce moment-là la puissance de la trotte avec des tricks, des tricks des fois qui n'existaient même pas, où tu les voyais dans des vidéos et c'était la folie. Donc ça a beaucoup inspiré, je pense, toute cette jeunesse de la trotte et ce qui a fait aussi que maintenant le niveau en compétition est juste aberrant.
Il y en a plein qui pop tout le temps ouais, de Instagram en mode ah c'est le mec que j'ai vu, celui avec le nom un peu marrant. Il sort de sa cambrousse, personne ne le connaît. Donc c'est vrai que ça pour le coup c'est archi plus facile qu'avant où il fallait se déplacer sur les events, aller prouver en vrai. C'était un autre délire. Et il y avait aussi Facebook. Attention. Even a long time ago, like street jams was sort of. I remember when like it was mainly Facebook. I feel like, and you just had Facebook friends, and that's where like events were announced, and so social media has like always been a part of it. But since social media is like blown up, so has Scooter in a way. So. Et la folie en vrai de voir quand t'es petit peu, tu vois des Américains, des Australiens, des Canadiens, ce que tu veux, c'est la folie. C'est irréel en plus de voir en vrai les gars que t'admires sur les réseaux quoi. Et ouais, moi j'aime bien toujours le principe du contest. Personnellement à en faire, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup les jams, mais pareil ça s'est perdu un peu ce truc de... Avant, n'importe qui, n'importe quel pro, ça allait se tuer sur les spots, quoi. C'est vrai que ça s'est perdu. DC Scootering, c'est un événement qui est arrivé juste après Collection et c'est arrivé post-Covid parce qu'on ne pouvait pas envoyer une cinquantaine de riders à un endroit, à une ville précise. Et du coup, en fait, ça a été une coalition reprise par continent. Donc 4 équipes qui s'affrontaient, une équipe par continent. Il y avait l'Amérique, l'Australie, l'Europe et une team reste du monde, on va dire, qui était composée de plein d'origines. Du coup, en fait, tu avais 10 meilleurs riders par continent pour chaque discipline. Et en fait, ça a créé un truc de malade. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment incroyable. Et on s'est beaucoup donné. Ça fut vraiment intense. En vrai, c'était l'expérience la plus incroyable et intense que j'ai pu faire dans ma vie. Et on a eu la chance de gagner en plus. Donc, c'était une très très belle expérience. Bah forcément, la blessure qui m'a le plus marqué, c'est celle du pied et du dos à DC Scootering sur le transfert rail, là, le 11 plat 12 ou je sais plus quelle connerie encore. On sait très bien qu'on fait un peu des probabilités. Il y a des fois, tu as plus de probabilités de t'enculer et d'autres moins. Mais ouais, c'est toujours un peu cette roulette russe. Et ouais, quand tu tombes, bon bah voilà, c'est bateau à dire, il faut savoir se relever, recommencer, revenir, prendre le temps des choses. C'est bateau à dire, mais pour de vrai, c'est 100% vrai. Ça fait partie du jeu, tout le monde le sait. On ride pas avec un casque, c'est bête, mais on le sait aussi. On sait que c'est bien mieux si on le fait, mais on le fait pas. Et ouais, voilà, je pense que la prise de risque, c'est essentiel dans ce sport. Ça rajoute de l'adrénaline en plus. Ce moment où tu vas à Mach 12 prêt à te tuer, alors, en vrai, c'est impossible pour une personne lambda qui n'a jamais touché une trottinette ou jamais fait un truc un peu extrême. C'est impossible d'imaginer la mentale de quelqu'un qui a 35 km/h sur une trottinette desserrée, avec sûrement déjà les mains écorchées. Je ne sais quelle blessure, une paire de chaussures bon marché, un pantalon, un t-shirt, une casquette et il y va quoi. Et de sauter des 2-3 mètres sans que ce soit la mort quoi. Mais ouais, je pense que pour une personne lambda, on est vraiment soit bête, soit fou. On est peut-être bête et fou. C'est peut-être ça la solution.
pense que la trotte, elle m'a permis de me cultiver. Déjà quand j'étais petit, à travers toutes les vidéos qui se faisaient. Je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, il y avait toutes les vidéos Blunt qui sortaient avec Charles et Flavio, qui baroudaient à travers tout le monde entier, quoi. Les gars, moi j'allais le matin en cours de français, eux, ils sont un peu plus vieux que moi, mais ils allaient déjà rider partout en Angleterre, en Espagne, au Brésil, au Portugal, ils sont même allés à Dubaï à l'époque. Clairement, la trottinette m'a fait découvrir le monde en tout point de vue, dans le sens où j'ai eu la chance de me faire sponsoriser très jeune et d'avoir pu être en fait parmi les premières personnes à voyager grâce à mon sponsor qui en fait était à l'époque une des plus grandes marques de trottinettes, qui avait aussi les moyens de nous faire voyager, qui avait les moyens de réaliser des projets à l'étranger, de nous rendre sur des pays qui n'avaient pas du tout la trotte pour aussi faire des projets vidéo et montrer un peu une nouvelle ambiance et des coins qu'on ne connaissait pas forcément pour exploiter ces infrastructures-là. Et de l'autre aussi démocratiser le sport dans d'autres pays. Quand c'est arrivé à notre tour de pouvoir voyager de partout, c'était incroyable. Moi je me rappelle du souvenir que j'ai quand je suis parti avec Maxime à la Coalition Californie. On s'est regardés tous les deux coucher de soleil au bord de la plage. On était là, larmes aux yeux en disant mais qu'est-ce qui nous arrive comment ça se fait qu'on arrive à pouvoir partir aussi loin avec la trotte? Et puis après, on a réussi à faire plein d'autres trips. Et là, maintenant qu'on a notre marque, on essaye de donner cette chance-là à nos amis qui sont plus jeunes que nous et qui n'ont jamais eu l'occasion de faire ça. Et c'est trop beau de voir des gars qui ne seraient peut-être pas partis à ces endroits-là. Et maintenant, grâce à la trotte, ils vont voir des pays, des cultures tellement différentes. Je sais de sources assez sérieuses que ça fait longtemps que les marques elles regardent la trotte, mais elles sont un peu frileuses. Tu vois, il en faut il faut une grosse marque qui aille dedans direct et qui pète. Forcément, le délire de concurrence, ça va ramener pas toutes les autres marques, mais beaucoup d'autres marques. Et là, les gens pourront vraiment commencer à en vivre correctement. Parce qu'on s'imagine des trucs de c'est la vie d'Aloca, la vie de rêve, pas du tout. Même à part le 0,1% du rider, mais même ton influenceur, rider, Instagrammeur préféré, c'est la galère. Et si on fait pas ça pour l'argent, sinon on n'aurait jamais fait ça. Mais... Il y a une magie encore plus grande qui reste là et qui évolue, je dirais, même dans une autre direction. Et j'espère que ça va rester comme ça, que les gens vont continuer à faire des événements illégaux comme les street jams et qu'il y a aussi d'une part d'un autre côté les championnats du monde qui vont grandir, potentiellement la trotte. Je vois que là, la semaine prochaine, il y a une représentation au X-Games. C'est fou et ça annonce que des belles choses. Même Ryan Williams qui est sponsorisé par Monster, bon pour l'instant que en BMX, mais il y a quand même un mec qui fait de la trottinette qui est sponsorisé par Monster Energy. C'est un géant de l'industrie. Tu as quand même des shops et des marques qui se bougent pour essayer de faire avancer la trotte. Tu as Dissidence, tu as aussi Community qui organise les championnats de France. Et ça fait vraiment kiffer. Et puis peut-être un jour aussi, peut-être en 2028, on espère, la trotte au JO. Et ça pourrait être vraiment, je pense, un lancement aussi pour le sport. Parce que pour essayer de remotiver un peu les gens à kiffer la trotte et à rider de plus en plus. Ouais, moi la trotte en allant au skatepark, ça m'a permis de découvrir des personnes de fous. Et ça a créé une famille autour de la trotte. Parce qu'on passait tout notre temps ensemble, tous nos mercredis, tous nos week-ends et tout ça, on allait rider. Et au-delà de ça, même après la trotte, mes potes, je les vois, mes potes qui faisaient de la trotte, même ceux qui ont arrêté tout ça, on se voit encore tout le temps. Et puis c'est devenu une vraie famille, parce que la trotte nous a rapprochés, nous a rassemblés. On allait en vacances avec ce même groupe de potes avec qui j'ai commencé la trotte. Je disais comment vous êtes un groupe de potes comme ça? Parce qu'il y a un Asiate, un Noir, un Arabe, un Roux, un Blond. Tu sais, t'es vraiment en mode... soit vous faites une promotion contre le racisme, soit faut m'expliquer un truc. Parce que pour eux, c'était pas logique qu'on soit genre... Et moi, je m'étais jamais posé la question, tu vois. Je m'étais jamais posé la question de pourquoi j'ai un pote, il est roux, un pote, il est noir, un pote, il est asiate.
Non, pour moi c'était normal, on était juste on est tous des frères et on fait tout ensemble et c'est normal parce qu'on a grandi comme ça. La trotte c'est personne n'a d'argent, ou alors moi j'ai traîné avec le mauvais groupe, personne n'a d'argent, on va manger une pizza à 5 €, ça coupe les parts, ça partage, c'est tout le temps dans le partage. T'as soif, l'autre il a 60 centimes, il va acheter une bouteille d'Ice Tea à l'ancienne. C'est vraiment que ça, c'est vraiment que le partage. On a appelé cet endroit Foch, Maison Foch, tellement on se retrouve tous toujours là pour se voir. Et je pense que c'est grâce à la trotte qui s'est passé ça, parce que dans ce groupe, il y a forcément, on va dire, 80-85% de gens qui font de la trotte, mais il y a aussi plein de gens qui gravitent autour. Et ouais, ça a aidé à créer des familles. Moi, je me rends compte qu'on a des potes partout dans le monde grâce à juste une trottinette, quoi. Et je me rappelle partir en vacances avec mon père et ma sœur et me dire je vais prendre ma trotte. Et puis si je mets un message sur Instagram, ah ouais, est-ce qu'il y a un rider ici, il y a de très grandes chances que je puisse aller rider avec quelqu'un que je ne connaîtrais pas forcément, mais on aura un point en commun et ça va directement créer un lien de fou parce que tu connais ce gars-là, moi aussi, t'as fait ça, attends, je me rendais pas compte que en fait on s'est peut-être déjà croisés, etc. Et c'est quelque chose qui soude énormément. Et je pense que le fait qu'il y ait eu cette haine envers la trotte, ça a encore plus soudé cette communauté. Où en fait la trotte évoluait. Et il y avait de plus en plus de riders dans le skatepark. Et il y avait cette haine, surtout de la part des skateurs. Enfin, chez moi, c'était plus les mecs en BMX, en Haute-Savoie. Parce que les skateurs, ils étaient plus jeunes et un peu plus ailleurs, quoi. Mais ouais, il y avait cette haine qui, à un moment donné, était un peu trop grandissante, quoi. Il y avait des groupes anti-trotte, mort à la trotte, des gars de Bordeaux qui avaient fait des stickers avec des mecs de trotte à moitié pendus, ou même je pense à des marques de skate qui ont fait des blagues en prenant 2 trottes à l'envers et dessinant un gamin qui se pendait avec sa trotte. Enfin, c'était ridicule, quoi. Et ensuite, la troisième vague, c'est là où vraiment les générations ont commencé à prendre de l'âge et à commencer à prendre du niveau, à commencer à faire énormément de figures de malades, à avoir des trottinettes de compétition et à faire des projets de fous dans ce milieu-là. Et là, en fait, ça a mis tout le monde d'accord avec des sportifs, des adeptes aujourd'hui connus du monde entier qui ont fait des figures qui ont marqué dans le milieu du freestyle vraiment les esprits, quoi. Et donc il y a vraiment eu différentes étapes. Mais aujourd'hui, je pense que le sport est plus que jamais ancré. Ça m'a instauré un sentiment de liberté complet parce que à partir du moment où tu es sur ta trotte, tu es sur tes 2 roues et tu te balades et t'as l'impression que plus rien t'arrête, tu vois. Autant quand tu rides et que tu fais tes tricks que juste cruiser, déplacer, d'être avec tes potes et t'es dans ton univers et t'es dans ta petite bulle, dans ton nuage, tu déconnectes tout en fait. Il y a cette sensation de liberté déjà par le voyage et toutes les choses que j'ai pu découvrir en pratiquant ma passion, et aussi la sensation de liberté de par la simple pratique et en fait de faire vraiment ce qu'on a envie sur sa trottinette sans limite, sans règles, sans personne qui nous dit quoi faire en fait. Et c'est ça aussi qui est beau dans le sport et c'est aussi pour ça que moi j'en pratique parce que j'adore ce côté freestyle qui a tout dit et qui ne te met aucune limite, aucune barrière sur ce que tu as envie de faire. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. Merci à ce sport de m'avoir appris à rêver, à me dépasser et à vivre pleinement chaque instant, comme si c'était le dernier.